Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Audrey Dubois, je suis développeuse web depuis maintenant quelques années. Je me suis rapidement orientée vers le front, donc HTML, CSS, JavaScript. Et j'ai aussi rapidement, je me suis rendu compte que le CSS, n'était pas forcément un langage qui était très apprécié par les développeurs. C'est pour ça que j'ai fait cette conférence, pour qu'on démystifie un peu tout ça. Donc on va voir tout au long de ces 3 quarts d'heure comment le CSS est interprété par les navigateurs, donc comment on passe de notre code à l'affichage d'un site web. On va faire une petite introduction pour comprendre d'où vient le CSS. Il a été créé en 1996 par Bert Boss et Hakon Lee, suite justement à des problèmes de maintenabilité du style, parce que le style, avant que le CSS n'existe, était directement mis sur les pages HTML. Et quelques mois seulement après la création du CSS, il a été intégré par le W3C dans ses spécifications en décembre 1996. Pour ceux qui ne connaissent pas le W3C, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer toutes les normes du web qu'on connaît, surtout pour le HTML, le CSS et le JavaScript. C'est cet organisme-là qui va publier les recommandations et les spécifications pour ces langages. Donc le CSS1 a été créé en 1996. Le W3C a été très rapide ensuite pour développer le CSS2 en 1998, donc il lui a fallu 2 ans. Sauf que le CSS2, les spécifications, il y a eu pas mal d'erreurs et d'ambiguïtés sur ces spécifications. Donc le W3C, ce qu'il a fait, c'est que, en parallèle de développer des nouvelles fonctionnalités pour le CSS3, il a aussi créé un patch, d'où le CSS 2.1. Et pour le CSS3, donc il a commencé à publier des spécifications en 1999 jusqu'en 2020. Pour le CSS, on ne va pas parler réellement de version, pour 2 raisons. La première, c'est que chaque spécification va s'ajouter aux précédentes. Si pour X ou Y raison vous décidez de faire du CSS1, il va encore fonctionner dans nos navigateurs. Et la deuxième raison, c'est que les navigateurs, ils vont pas intégrer ces versions, ces niveaux, toutes en même temps. Chaque nouveauté va être intégrée au fur et à mesure, au rythme de chacun des navigateurs. C'est pour ça qu'en tant que développeur front, il y a un site qu'on aime bien, c'est CanIUse, qui va nous permettre de savoir si tel ou tel navigateur va utiliser notre propriété CSS. Au niveau des navigateurs, le CSS il est utilisé, il est géré par le moteur de rendu, et il y en a 3 qui sont très utilisés actuellement. Ça va être Gecko pour Mozilla. Il a été développé en 1998, et donc il est plus pour Mozilla Firefox et Mozilla Thunderbird. On a aussi WebKit. Actuellement, il est utilisé par Safari depuis 2003, mais il a aussi été utilisé par Google Chrome jusqu'en 2013, date où Google a décidé de faire un fork de WebKit pour utiliser Blink. Et là, on voit que c'est le moteur de rendu le plus utilisé, avec Opera, Edge et tous les navigateurs de Chrome. Il faut savoir que là, actuellement, il y a un nouveau moteur de rendu qui est en développement, qui s'appelle Servo. C'est Mozilla Research et Samsung qui le développent. Et contrairement aux 3 autres, il va être développé en Rust. Les 3 autres sont développés en C++. Et du coup, faut essayer de le mettre de côté sans rappeler, parce que Rust va permettre 2 choses: de sécuriser le moteur de rendu et aussi d'avoir une architecture en parallèle, ce qui va améliorer énormément les performances. Pour le suite de la conférence, quand je vais faire un peu de live coding, je vais utiliser Google Chrome, parce qu'il y a des plugins au niveau de la console qui sont plutôt bien pour vous expliquer et qui n'existent que dans Chrome. Alors comment ça se passe dans le navigateur? La première chose, c'est que le navigateur va télécharger notre page HTML, il va lire les balises une par une, et dès qu'il va voir une balise link, il va télécharger en parallèle le CSS. Une fois qu'il a fait ça, il va analyser les 2 langages
quasiment en même temps. Pour le HTML, rapidement, ce qu'il fait, là, si on voit ce petit exemple assez simple, il va prendre toutes nos balises HTML et il va les transcrire en objet JavaScript qu'on appelle le DOM. Chaque objet, chaque balise HTML va correspondre à un HTML element en JavaScript avec plein de propriétés qui correspondent à ce qu'on a au niveau de notre code HTML, dont les attributs. Au niveau CSS, on va rentrer beaucoup plus en détail. La première chose que le navigateur va faire, c'est qu'il va faire un pré-traitement. Quand on code du CSS, on s'en rend pas forcément compte, mais on utilise beaucoup de propriétés raccourcies. Comme là, on peut le voir, le border, un pixel solide qu'on utilise assez souvent pour débugger, au final, derrière, c'est 12 propriétés. Donc le navigateur, il va commencer par ça, il va reprendre toutes nos propriétés raccourcies, il va les mettre dans leur version complète, et ensuite, il va le tokeniser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le code CSS, c'est joli pour nous, mais pour le navigateur, c'est pas très pratique. Donc il va le mettre dans un langage, donc dans des tokens qui va être plus à même d'analyser. Ces tokens sont ensuite transcrits en AST, donc en arbre de syntaxe abstract. Ça correspond à peu près à ça en JavaScript. Donc un rule set, ça va correspondre à une de nos règles avec le sélecteur qu'on a utilisé dans notre règle CSS et toutes les déclarations qu'on a écrites à l'intérieur. Alors c'est bien, mais l'avantage du CSS, c'est qu'on peut réécrire des règles par-dessus d'autres règles, et le navigateur, il faut bien qu'il sache laquelle des deux utiliser. Pour ça, il va prioriser de 3 façons différentes. La première, ça va être selon l'origine du style. Je pense que vous le savez tous, le navigateur, par défaut, il va mettre du CSS, du style, sur la majorité des balises. Si on prend par exemple pour un paragraphe, par défaut, il va mettre quelques pixels de padding. Si le développeur décide que non, un paragraphe, il y aura 0 pixels de padding, ça sera forcément le code du développeur qui va être prioritaire. Ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'utilisateur aussi peut mettre ses propres feuilles de style. Il y a beaucoup de plugins pour mettre des modes sombres sur les navigateurs, par exemple, qui vont rajouter leurs propres feuilles. Et il y a aussi beaucoup de plugins pour l'accessibilité qui modifient notre style de notre site web. La deuxième chose, ça va être suivant la spécificité des sélecteurs. Le navigateur va choisir par rapport à ce qu'on a écrit au niveau de notre code. Donc si on prend un petit bout de code, qui est ici, c'est un peu petit. Est-ce que vous arrivez à lire? Oui, ok. Niveau HTML, c'est assez simple. On a une balise main avec quelques divs et un peu de classe et d'ID pour pouvoir faire notre CSS derrière. Et j'ai mis un tout petit peu de code pour qu'on puisse voir le rendu et pas avoir juste des divs vides. Pour l'instant, ça représente ça. C'est pas grand chose. Alors imaginons que je sois dans une entreprise et qu'elle me demande de modifier la couleur d'une de ces divs pour qu'elle soit orange. Donc je le fais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'ID de ma div et je vais mettre un fond de couleur orange. Sauf que plus tard, elle décide de changer et de mettre un fond bleu. Du coup, cette fois-ci, je change et je vais prendre la classe de la div pour pouvoir mettre le style qui correspond. D'après vous, lequel des deux va être choisi par le navigateur? Est-ce que vous pensez que ça va être la couleur bleue? L'ID? Effectivement, si on recharge, hop, c'est bien l'ID qui est prise en compte. La classe sera toujours inférieure à un ID. Maintenant, si on veut mettre un peu de couleur sur notre fantôme, ok, une classe versus un ID, ça marche pas. Donc du coup, si je mets 10 classes d'après vous, est-ce que ça va être prioritaire ou non? Effectivement, l'ID sera toujours prioritaire. Même si je mettais 100 classes ou 1000 classes, ça ne changerait rien. L'ID sera toujours prioritaire sur des classes. Si on veut mettre un peu de couleur sur les balles, là je vais utiliser l'ID dans ma feuille de style, mais dans mon HTML, si vous voyez, j'ai mis du style directement dedans.
Lequel des deux va être prioritaire d'après vous? Effectivement. C'est toujours au niveau du HTML que le style sera toujours plus fort. Alors on va prendre un exemple un peu plus complexe. Entre une classe et un sélecteur d'attributs. Ah, c'est plus complexe. Ouais, mais pourquoi du coup? Ouais, exactement. En fait, la classe et l'attribut ont le même poids. Et dans ce cas-là, le navigateur, il va choisir l'ordre d'écriture. Là, ils ont le même poids, donc au niveau de la classe, mon CSS, c'est pas très lisible, mais le clipart va mettre une bouche à notre Pacman, et l'attribut va lui mettre un œil. Et comme ils ont le même poids, le navigateur va prendre celui écrit en dernier. Donc là, on voit bien que il a un œil. C'est pas vraiment ce qu'on aime sur notre Pacman. Du coup, on va lui mettre une bouche. Ok, on va reprendre les slides. Donc on a vu qu'une classe, ça sera toujours inférieur à un ID. Un élément, ça sera toujours inférieur à une classe aussi. 10 classes, c'est la même chose. Le style au sein du HTML sera toujours supérieur à un ID. Donc on se rend vite compte en fait avec ça que si on veut écrire du code CSS maintenable et qu'on puisse surcharger, il faut essayer de bannir le plus possible les ID, les init style, et là vous comprenez pourquoi les importantes, on dit souvent que c'est le mal. C'est parce qu'on peut strictement rien mettre au-dessus. Donc c'est vraiment à bannir. Oui, c'est le problème. Et donc quand ils ont le même poids, ça va être l'ordre d'écriture qui va être prioritaire. Donc là on est content, on a notre AST qui est priorisé. Du coup, le navigateur va pouvoir le transformer en CSS Home. C'est l'équivalent du DOM mais pour le CSS, avec chaque sélecteur toutes les règles, toutes les propriétés CSS qui correspondent, en comprenant les propriétés du navigateur, du développeur et de l'utilisateur. Et une fois qu'il a fait ça, il va pouvoir passer par une phase de matching pour fusionner les deux, le DOM et le CSS Home. Si on prend les deux exemples là, pour le H1 c'est assez simple, le navigateur il va juste regarder dans le DOM s'il y a une balise qui a un nom H1 et il va mettre la règle CSS qui correspond. Si on prend le deuxième exemple, là son travail il va être beaucoup plus long. Ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va d'abord regarder si dans le DOM il y a un élément qui a une classe Pacman. Ensuite, il va devoir vérifier que cet élément est bien une div, que cet élément a bien pour parent une div, qui elle-même a pour parent une section, qui elle-même a pour parent un body. Donc on se rend compte que la phase de matching, quand on a des règles avec énormément de sélecteurs, elle est beaucoup plus longue. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en mémoire si on commence à se rendre compte que notre site il devient un peu lent. Ça peut être à cause de ça si on en a énormément dans notre code. Donc le navigateur a fusionné et il peut créer l'arbre de rendu. L'arbre de rendu, ça correspond à peu près au DOM, sauf qu'on va rajouter toutes les propriétés CSS et surtout on va enlever tous les éléments qui ont un display none. Parce que l'arbre de rendu, comme son nom l'indique, c'est vraiment fait pour que le navigateur puisse afficher notre site. Et donc tous les éléments qui ont un display none qui ne sont pas affichés, ils n'ont rien à faire dans cet objet. Et tous les enfants de ces éléments également. Donc là, on a vu toute la première partie. Jusqu'à là, en fait, on peut déjà faire des optimisations. La première, ça va être unifier notre code et surtout supprimer tous les styles inutiles. Quand on en a un petit peu, c'est pas très grave, mais si on commence à avoir des centaines de lignes inutiles au niveau du CSS, ça prend des performances pour le navigateur qui ne servent à rien. Là, si on a plein de lignes inutiles, le navigateur il va quand même devoir les parser, les tokeniser,
Donc ça prend du temps pour pas grand-chose. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on vient de voir, si on utilise des règles trop complexes, c'est la même chose. Ça prend du temps pour le navigateur, ça a essayé d'éviter. Et on a souvent ce problème-là quand on utilise surtout le SCSS et qu'on imbrique énormément. On s'en rend pas compte, mais c'est exactement ce que le SCSS fait. Quand il est remis en CSS derrière, on va avoir des sélecteurs à rallonge. Donc ça à éviter aussi. Et la troisième chose qu'on peut faire, c'est si on prend l'exemple d'un site web qu'on veut responsive et qu'on a plusieurs media queries, c'est pas mal de mettre ces media queries dans des feuilles de style à part et de rajouter comme attribut média. Et là, le navigateur, il va lire cette balise-là, enfin cet attribut-là, et il va pouvoir voir si c'est prioritaire ou non. Si c'est pas prioritaire, il va le laisser de côté pour l'utiliser plus tard. Donc là, le navigateur a son arbre de rendu, il a donc analysé tout notre code, et maintenant il faut qu'il passe à l'affichage. L'affichage, vous pouvez voir, il y a aussi plusieurs étapes. 3 étapes qui sont obligatoires au tout début, ça va être la mise en page, la peinture et la composition, et 2 étapes qui vont revenir assez souvent dès qu'on va avoir une animation, une modification dans notre page web. Pour la mise en page, la première chose que le navigateur fait, c'est qu'il va calculer la taille de la fenêtre et ensuite convertir toutes les tailles et les positions de tous les éléments de notre page. On va reprendre notre code. On va lui ajouter quelques petits éléments. Je vais lui rajouter juste une section, histoire qu'on ait un beau border rouge, comme on aime. Ou bleu, je crois. Bleu. Donc là, je rajoute juste une section avec une taille de 50% et une hauteur de 10 rem. Si on regarde dans notre console, et qu'on va chercher cette section, hop, on se rend compte que là, c'est le code que moi j'ai écrit, mais lui derrière, il va forcément mettre en pixels. Et le fait de mettre en pixels, ensuite, ça va lui permettre de calculer l'emplacement de chaque élément. Sauf que c'est bien, mais 50%, ça correspond à quoi? Il y a une chose qu'il faut prendre en compte, surtout quand on débute et on ne connaît pas ce petit tips, c'est le box sizing de nos éléments blocs. Si on rajoute un petit peu, hop, ça va être juste un truc à part, ça va pas être par rapport au Pacman, mais c'est pour bien voir la différence. Là, je rajoute un article avec 2 divs, et ces 2 divs vont avoir 100% de leurs parents en taille et 50% en hauteur. Donc les deux ont la même valeur, et un border, un padding, histoire qu'on les repère bien. Hop, on va enlever ça. Ils sont tous les deux à 100%, et pourtant ils font pas la même taille. Et ça, c'est à cause du box sizing. En fait, le premier, qu'on voit donc en rouge et en orange, il a un box sizing content box. Ça veut dire que son 100%, ça va être 100% du parent qui vont être mis sur le content de notre div. Hop. Là, on voit bien que, ok, il fait 100%, mais que sur le content. Alors que la div juste en dessous, elle fait aussi 500, mais en prenant en compte le padding et le border. Donc ça, c'est en règle générale, cette propriété CSS là, on la met dans un base.css ou un reset.css sur nos éléments display block pour éviter tous ces problèmes d'overflow qu'on peut rapidement avoir si on ne le fait pas, parce que le navigateur par défaut va le mettre à content box. Ça, c'était juste pour le petit tips à côté. Donc une fois que le navigateur a converti toutes ces tailles et bien placé les éléments, il va se retrouver avec sa fenêtre d'affichage et que des boîtes vectorielles qui sont correctement positionnées.
Ensuite, il va peindre notre fenêtre. Il va prendre élément par élément, en commençant du parent le plus haut jusqu'à l'enfant le plus en profondeur. Et il va prendre pixel par pixel et rajouter toute la couleur. Il y a un onglet au niveau de la console de Chrome qui est plutôt pas mal. Déjà, on va enlever ça. Qui s'appelle Calque, ou Layer si vous avez votre Chrome en anglais. C'est un peu petit, je crois. Ouais. Qui permet de voir toutes les étapes que le navigateur réalise au niveau de la peinture. Et là, si on prend... Donc au début, on n'a vraiment rien. Les petites barres noires, là, c'est rien. C'est juste... ça correspond au scroll de la fenêtre. Mais pas possible de l'enlever. Et là, on voit bien que, étape par étape, du parent le plus haut jusqu'à l'enfant l'écrit plus en bas, il va rajouter la peinture. Sauf que si on continue un peu, on se rend compte qu'en dernier, il refait encore de la peinture alors qu'il est déjà passé sur les enfants qui étaient plus en profondeur. Et ça, c'est parce que cette étape-là de peinture, elle est faite au niveau de la composition. Pour faire la bouche du Pac-Man, j'ai utilisé une propriété qu'on appelle Clip Path. Et cette propriété, en fait, c'est une propriété de transformation. On en a plein d'autres. On a l'opacité aussi, elle fait ça. Blur, filter, toutes ces propriétés-là, il y en a d'autres, vont être gérées dans cette étape-là. Et cette étape-là va aussi gérer la superposition de toutes nos couches pour les remettre sur un seul et même plan. En fait, ce que j'entends par couche, c'est tous les éléments qui vont avoir des z-index qui sont différents de auto, et tous les contextes d'empilement. Est-ce que certains d'entre vous, c'est ce qu'est un contexte d'empilement? Non. Un contexte d'empilement, il y en a un de base sur nos pages HTML, ça va être la balise HTML justement, et ça va correspondre à une sorte de boîte. Ça va être, on va prendre par exemple une boîte à rangement pour les papiers, et tous les éléments qui vont avoir des z-index différents de auto ou même auto vont correspondre à des calques. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de mettre un z-index très haut parce que vous en aviez déjà d'autres et que malgré ça, ça reste en dessous? Et c'est à cause des contextes d'empilement. Parce que on peut, je vous expliquerai comment après, mais on peut rajouter des contextes d'empilement sur le premier et les z-index vont être bloqués dans ces contextes d'empilement. Donc là, on a notre premier qui est en bas, qui est notre HTML, qui va avoir son contexte d'empilement avec ses petits z-index. Et si on regarde, je suis pas sûre d'avoir fait quelque chose pour ça. Peut-être que si. Par défaut, on peut pas le voir, cette propriété de CSS. Le contexte d'empilement, c'est vraiment dû au navigateur pour améliorer ses performances. Et dans la console, on le voit pas. Mais on va essayer. Si par magie ça marche. Bon, c'est bien là. Donc là, j'ai rajouté des yeux à notre petit fantôme, histoire qu'il se rende bien compte qu'il va se faire manger. Oui. Et j'ai réussi à trouver un petit plugin sur Chrome qui nous dit quand est-ce qu'on crée un contexte d'empilement. Et là, les yeux, c'est le cas. Pourquoi? Il m'explique pourquoi. Parce que j'ai mis une position absolue et un z-index différent de auto. C'est pas très logique, mais c'est comme ça. Et vous allez voir que il y a plein d'autres règles et on les connaît pas. Ça, c'est quelques-unes des règles. Il y en a une petite dizaine de plus. Il y a toute la liste entière sur MDN. Et on se rend compte qu'il y a surtout des éléments de transformation qui créent des contextes d'empilement et aussi tout ce qui est position. Et c'est pour ça que juste avant,
bah, toutes les propriétés de transformation, elles sont réalisées pendant la composition, parce qu'elles sont gérées en même temps que l'aplatissement de toutes les couches. Donc une fois que vous avez appris ça, vous savez pourquoi maintenant, des fois, on a beau mettre un z-index 500, si on est en dessous d'un autre contexte, ça ne marchera pas. Donc là, les trois principales étapes au niveau de l'affichage dans le navigateur sont réalisées, et il y en a deux autres qui vont être rejouées régulièrement dès qu'on va modifier par exemple notre DOM, ou jouer une animation, changer de couleur, quelque chose, etc. Et il y en a une qu'il faut essayer de privilégier. La première, c'est la réorganisation. Elle va rejouer en fait toutes les étapes de l'affichage. La mise en page, la peinture et la composition. Et elle est trigger en règle générale quand on va modifier le DOM ou quand on va bouger les éléments sur notre page. Le rafraîchissement, quant à lui, il va rejouer uniquement la peinture et la composition. C'est le cas quand on va juste changer des couleurs au niveau de nos éléments, ou modifier des éléments de transformation, parce qu'elles sont réalisées qu'au moment de la composition. Et il y a une autre chose, c'est que le rafraîchissement, il va modifier des éléments qu'au niveau de notre contexte d'empilement. Donc au niveau performance, c'est quand même beaucoup plus puissant. On va essayer de regarder au niveau du navigateur ce que ça fait. Hop. Donc là, j'ai rajouté juste une petite animation pour diminuer la taille et donc bouger mes éléments sur ma page. Et il y a encore un petit plugin de Chrome qui est pas mal, c'est l'affichage, où on peut faire clignoter les endroits qui sont modifiés au niveau de la peinture. Et si je rejoue mon animation, on se rend compte qu'il y a quand même énormément d'éléments qui sont repeints lors d'une réorganisation. Par contre, si je fais un rafraîchissement, là ça va être un rafraîchissement parce que je vais modifier que le clip pass qui est donc géré au niveau de la composition. Bah là on se rend compte que ça prend beaucoup moins de place au niveau de notre affichage. Il y a beaucoup moins d'éléments qui doivent être recalculés. Une autre raison aussi pour le fait que le rafraîchissement est à privilégier par rapport à la réorganisation, c'est que la réorganisation, elle va recalculer toutes les tailles qu'on avait mis en pourcentage ou en EM de tous nos éléments. Donc ça prend vraiment de la performance pour rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser? Donc je viens d'en parler. Éviter au maximum l'étape de réorganisation, donc soit en mettant des tailles de police et des marges fixes, donc en pixels. Limiter au maximum la modification du DOM. Je sais que la majorité utilise JavaScript, donc c'est un peu compliqué. Et si besoin, si on a des grosses animations, si elles sont répétées souvent ou si elles sont assez complexes, le mieux c'est de les mettre dans un Canva, parce que Canva va pas être du tout géré par la même partie du navigateur, et donc va pas prendre sur les performances de l'affichage, du reste de l'affichage. Et ce qu'on peut faire aussi, maintenant qu'on sait ce que c'est, on peut gérer nos contextes d'empilement, en créer si besoin, si on sait qu'on va avoir un élément qui va être souvent repeint ou sinon on peut aussi privilégier des propriétés de transformation, plutôt que changer la position, le top et le left, plutôt faire un transform qui va le bouger. Faut quand même éviter d'en mettre trop, parce que c'est pareil, c'est contre-productif. Si on en met trop, le navigateur saura plus ce qu'il faut qu'il gère. Et on peut aussi utiliser, pareil, exactement comme les contextes d'empilement avec parcimonie, la propriété WillChange, qui permet d'expliquer au navigateur que cette propriété sur ce sélecteur, elle va être souvent amenée à bouger, donc met un point d'importance dessus.
Ok, bah on a fini. On a passé en revue toutes les étapes par lesquelles passe le navigateur pour aller de notre code jusqu'à l'affichage. On sait maintenant ce que c'est qu'un contexte d'empilement et du coup, bah on peut commencer vraiment à jouer avec le CSS. Et j'ai fait une petite liste d'arts qui ont été réalisés en CSS. Parce qu'il y a des développeurs qui sont très forts. Vous allez le voir. Euh, si j'ai internet, oui, ça marche. Ceci est réalisé uniquement en CSS. Et c'est un petit jeu de construction. Voilà. Ça vous donne un peu la puissance du langage. Et l'animation, c'est un objet, Non, non, il n'y a pas de JS. Non, non, c'est le haut clic. C'est que du CSS et du HTML. Cette même personne, si je retrouve le bon, elle aime bien faire aussi du réalisme. Donc ceci n'est pas une photo, c'est bien du HTML et du CSS, il n'y a pas du tout de JavaScript. Il y a Diana Smith qui adore faire des peintures baroques en CSS. Et ça, elle met combien de temps? Très bonne question. Très longtemps, je pense. Il y en a quelques-uns d'autres. Il y a Anna Tudor aussi qui aime beaucoup les mathématiques et surtout la trigonométrie et qui fait des animations CSS qui sont complètement dingues. Voilà. Et un dernier. Il y a des gens qui font des jeux aussi. Et c'est pareil, il n'y a pas de JavaScript, c'est que du CSS et du HTML. Parce qu'à côté, il y a un Space Invader en JS. Ben là, il y en a un en CSS. Donc vraiment, si on comprend bien le langage, comment ça fonctionne au niveau du navigateur, il est vraiment possible de faire des choses assez dingues avec ce langage. Et même très bel design de Pac-Man. Et d'autant plus maintenant, alors on va repasser tout ça, parce que là, ces derniers mois, les navigateurs ont intégré des nouveautés qui sont encore plus dingues. Je vais pas toutes les expliquer, il y en a encore plein d'autres, hein. Mais genre par exemple le as qui va nous permettre de sélectionner des éléments parents directement, plutôt que des enfants. Ça va révolutionner un peu tout. Layer, c'est pareil, ça permet de modifier l'ordre de priorisation qu'on a vu au tout début, et d'en faire un petit peu ce qu'on veut. Bah, je vous laisserai voir sur MDN, il y a toute la liste, mais oui, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Et je vous remercie pour votre attention. Du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. S'il n'y en a pas, ça me va aussi. Oui. Tout à l'heure, tu parlais du contexte, genre le navigateur, le site, l'utilisateur. Ouais. Du coup, si tu as bloqué un truc avec un important au niveau site, est-ce qu'au niveau utilisateur, tu peux encore le bypass ou pas? Ouais, la priorisation au niveau de l'origine, c'est vraiment la plus forte. Okay, d'accord. Je l'ai fait dans l'ordre exprès, ouais. Donc ça veut dire que même si tu mets un truc en important dans ton site, au niveau accessibilité, un ouais, pourra quand même le bypass. Ouais. Tu as donné des recos sur utiliser l'important, etc. Est-ce que tu as des recos aussi sur les LMS? Non. Bah, je sais qu'il y a un max, on ne sait pas forcément, mais il y a un chiffre max. Je sais plus lequel que c'est. Je crois que c'est 5000. Non, 10 000, je sais plus. Mais je sais qu'on peut pas aller trop haut. Et ça sert à rien en fait.
c'est pas plus maintenable. Il faut essayer de rester dans des chiffres assez bas. Si tu as un Z-index 15 et que tu en as vraiment 14 en dessous, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas sur ton site. Oui. Si on veut apprendre le CSS pour faire ce genre de truc cool avec du CSS moderne, on commence par où? Bonne question, ça dépend des personnes, ça dépend ce que tu veux faire avec le CSS. Il y a un autre projet que je n'ai pas montré, mais là, tout ce qu'on a vu dans les trucs un peu fous de CSS, en règle générale, les gens mettent énormément de divs et vont jouer soit sur les backgrounds ou les box shadows. Et il y en a un autre qu'on n'a pas vu, que j'aime beaucoup aussi. C'est celui-là. Où là, en fait, sur chaque section, il n'y a qu'une seule div dans le HTML. Et tout le reste, tout le reste, ça va être du background sur la div, le before et le after. En fait, ça dépend sur quoi tu veux vraiment jouer. Moi, c'était plutôt juste faire du CSS de base. Alors, CSS de base... Bah ça, c'est du base, hein, c'est vraiment... Je sais pas ce qui tu regardes vraiment. Non, CSS de base... je sais pas, faut t'apprendre les premières propriétés les plus basiques et après, en fait, après ça va venir suivant tes besoins. Tu vas regarder sur, moi je sais que je suis tout le temps sur MDN pour regarder toutes les propriétés qui existent, hein, je les connais pas tous. Et à force de jouer, moi pour m'entraîner par exemple, je me suis amusée aussi un peu. Je pensais pas le montrer, mais du coup... C'est pas fini, mais si ça marche, peut-être. Voilà. C'est pareil, tu peux te lancer des défis et juste apprendre comme ça. Moi, avant de faire ça, il y avait plein de choses que je connaissais pas et c'est juste en testant que tu apprends. Ouais, t'as mis des champignons. Ouais. On va faire l'animation. Comment tu fais en flemme? Oui. Par exemple, si c'est fait en CSS, comment tu captes les inputs en CSS pour savoir T'as 2-3 pseudo-éléments qui te permettent de jouer avec les inputs. T'as le check, je sais plus exactement lesquels, mais t'en as 2-3 qui te permettent de faire des choses différentes. Là, ça jouait pas, c'était une animation. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'était une question de temps. S'il n'y a plus de questions, si, encore? Et du coup, c'est quoi le meilleur moteur de rendu? Plutôt, quel navigateur tu utilises? Moi, j'utilise Chrome. Je sais, il y en a beaucoup qui vont dire c'est pas bien. En fait, je sais que il y en a beaucoup qui utilisent Firefox au niveau du CSS parce que Firefox va avoir des aides que Chrome n'avait pas, mais les dernières versions de Chrome a. Si je rouvre la console. Bah déjà ça, moi je sais que si vraiment c'est pas performant, je vais l'utiliser, le clignotement, et ça, je suis pas sûre qu'il y ait ça sur Firefox. Après, en vrai, il faut utiliser le plus possible le navigateur que l'utilisateur va utiliser. Oui, je suis merci. Et surtout, en vrai, faut fouiller un peu dans les consoles parce qu'il y a plein de choses qui sont cachées, qui peuvent être très utiles pour un front. Et le meilleur, je pense que ce sera Cerveau, mais pas encore. Non, je sais pas du tout, non. Et est-ce que je sais pas. J'espère pour eux parce que je pense que sinon ça va prendre le pas assez rapidement, je pense. En tout cas, c'est la promesse qui a Cerveau. Je crois que c'est bon.
C'était la première conférence